Merci, cher ami. Chers collègues, mesdames et messieurs, donc pour ne pas faire entorse à la règle de bienséance, donc je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir convié aux travaux donc de leur congrès et de participer donc à cette table ronde sur l'utilisation thérapeutique du microbiote fécal. Donc et là, je traiterai de l'aspect réglementaire. Et donc mon intervention donc consiste à voir ce que pense le droit de tout ce qu'a dit mon cher ami professeur Bimouni. Donc, est-ce que le droit donc s'exprime sur cette donc technique thérapeutique ou pas? Et donc voilà, donc on va faire une petite lecture un petit peu du cadre juridique et réglementaire donc qui régit le médicament en général et d'essayer de trouver donc un tant soit peu quels sont s'il existe des moyens de qualification donc de ce microbiote fécal et donc de lui attribuer un statut. Donc, je passe rapidement. Donc, quel statut juridique applicable au microbiote fécal? Et donc, d'après, donc, quand on suit donc attentivement la présentation donc du professeur Bimouni, donc, on se rend compte que le transfert donc de la flore intestinale d'un donneur à un receveur est un acte médical et qui a comme support donc un produit qui a donc une visée thérapeutique. Donc on l'utilise justement, donc il a parlé du cas donc des infections au Clostridium difficile, donc multirésistantes à la vancomycine, et donc avec l'utilisation du microbiote fécal, donc il y a donc d'excellents résultats donc qui sont répertoriés. Et bien sûr donc c'est une technique nouvelle, une pratique nouvelle. Il s'agit également d'un produit particulier pour lequel il n'y a pas donc, en état de droit, une expression formelle quant à leur statut. Donc voilà, donc c'est une aventure, donc un travail d'aventure qui a donné d'excellents résultats pour le moment. Cependant, donc ce produit, donc le microbiote fécal et donc son transfert en tant qu'acte, donc là donc ils ont donc des conséquences juridiques en amont et en aval. En amont, donc il y a des règles et des principes de bioéthique qu'il faut prendre en considération. Donc utiliser donc des selles d'un donneur donc pour les administrer à une personne, là donc ça pose un problème éthique et surtout dans le contexte de notre pays donc où la religion donc a un mot à dire, donc là donc il y a une question d'éthique, il faut prendre tout d'abord donc l'aval des jurisconsultes donc en pareille matière. D'autre part donc en aval, c'est-à-dire une fois que le produit est administré, donc il y a une autre cascade donc de conséquences qui vont être mises en place, notamment sur le plan de la responsabilité. Donc, responsabilité en termes donc de la greffe, la responsabilité en termes de préparation de l'inoculium, et ainsi de suite. Et donc là, donc on va essayer un tant soit peu de chercher, est-ce qu'en droit marocain, est-ce qu'il y a donc quelque part des règles qui vont nous permettre de qualifier ce produit, de lui attribuer donc un cadre qui lui est propre. Et donc, ça a été dit par mon ami Badr, donc sur le plan international, donc il y a une divergence de statut, donc chaque pays donc attribue au microbiote fécal donc une qualification qui s'adapte bien sûr donc à tout un contexte politique, économique et il doit s'adapter notamment donc aux règles qui prennent en charge donc le droit du médicament. Et donc le produit, donc le microbiote fécal en tant que produit et son transfert par inoculum en tant qu'acte n'ont pas de statut juridique formel, que ce soit en Europe ni au Maroc. Donc il n'y a pas donc des règles de droit spécialement dédiées donc au microbiote fécal. Mais de fait de sa finalité protectrice de l'ordre public, donc il faut que le droit intervienne quelque part pour justement encadrer, pour éviter donc les dérives et les risques potentiels. Alors, dans la mesure où le microbiote fécal plutôt donc est utilisé pour le traitement des maladies, donc il a une portée curative, donc il est destiné à soigner, à traiter, donc d'emblée, on va donc le qualifier de médicament. Mais le médicament, donc il y a plusieurs variétés de médicaments, plusieurs types de médicaments, donc on va essayer donc en visitant un petit peu le droit positif marocain, notamment donc le cadre juridique relatif aux médicaments, de la loi 1704 portant code du médicament, on va essayer donc de faire un petit effort de qualification pour attribuer un statut particulier donc à ce microbiote fécal. Mais donc le principe, donc déjà donc d'emblée, on va se mettre d'accord que le transfert du microbiote fécal est un médicament dans l'état actuel donc de sa pratique.
Alors, donc pour ce faire, donc on va aller voir la définition générale du médicament qu'on retrouve au niveau de la loi 1704, qui définit le médicament comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical, restaurer, corriger ou modifier une fonction organique. Alors là, donc on va essayer d'utiliser la première partie de cette définition, justement pour conforter professeur Mimouni dans son approche. Donc, dès lors que l'inoculum qu'on va prélever de chez un donneur pour le transférer à un receveur en vue de traiter une maladie ou particulière constitue un médicament au regard de cette première partie de la définition. Donc, tout produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Donc là, en droit, ce critère de qualification, donc on l'appelle la notion de médicament par présentation. Donc dès lors qu'il est présenté comme tel, on le qualifie comme médicament. C'est ce qu'on appelle la présentation explicite et qui a été justement conforté par la jurisprudence européenne dans l'arrêt Van Beckemon, justement, où les juges européens ont interprété ces dispositions d'une manière assez extensive, justement, pour protéger les citoyens face à d'éventuels risques inapparents, occultes, et qui pourraient par la suite plutôt avoir des conséquences très graves sur l'ordre public sanitaire. Deuxième observation qu'on peut faire, elle se rapporte par rapport à la deuxième partie de cette définition. Donc, tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical, restaurer, corriger ou modifier une fonction organique, donc, est un critère de qualification. Donc, chaque produit qui respecte cette partie de la définition est qualifié de médicament. Et là, nous sommes devant la notion de médicament par fonction. C'est le médicament par fonction. Et la même chose, la justice européenne a été très explicite là-dessus. Donc, il y a beaucoup de jurisprudence, et là j'ai pris celle la plus importante qui avait opposé les laboratoires Upjohn contre l'État allemand. Alors l'inoculum répond à la définition du médicament, il est administré à visée curative ou préventive, ou bien il est administré en vue de restaurer des fonctions physiologiques. Donc là, le droit il est indifférent par rapport à l'effet exact, par rapport à la composition exacte. Dès lors que l'inoculum est présenté, il est administré en vue de traiter, de soigner, ou bien dès lors qu'il est administré en vue de restaurer un équilibre physiologique, on le qualifie de médicament sans rentrer dans les détails de sa composition, ni qualitative ni quantitative. Donc cette qualification elle est acquise dès lors que le produit répond il agit plutôt par l'un des modes d'action que nous avons vus. Il est considéré comme médicament. Alors, et dans ce cas, dès lors qu'il est mis, quand on le qualifie de médicament, on va lui appliquer le droit du médicament qui est contraignant. Donc, le droit du médicament tel qu'il est prévu au niveau de la loi 1704 encadre le médicament depuis sa conception jusqu'à son administration, son utilisation, et au-delà de son utilisation, comme vous le savez, dans le cadre de la pharmacovigilance. Donc, toute la chaîne du médicament, elle est encadrée, et ça répond à un impératif de sécurité sanitaire. Alors, la TMF est considérée comme médicament qui suit son genre de médicament biologique. Le transfert de la flore du microbiote fécal ne relève pas de la qualification de produit de thérapie cellulaire. Il ne relève pas également de la catégorie de médicaments de thérapie innovante, dès lors qu'il n'utilise pas les tissus humains en soi. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation matérielle sur ces cellules, et la TMF plutôt, échappe à cette catégorie de médicaments. Et donc en l'état, l'inoculum est de provenance humaine, l'hôte est le bioréacteur qui va héberger ce microbiote et qui va l'entretenir. Il s'agit d'un médicament d'origine biologique. Donc, on peut d'ores et déjà parler de médicaments d'origine biologique. L'inoculum, ou bien la TMF, ne peut pas, en état actuel de la science, se livrer à des
préparation industrielle, c'est-à-dire on ne peut pas industrialiser la TMF parce que là se pose le problème de la reproductibilité homogène de l'eau. Donc on ne peut pas reproduire à l'identique plusieurs lots. Et donc là, aujourd'hui, on ne peut pas parler de spécialité pharmaceutique. Alors, donc d'ores et déjà, on peut dire que le transfert du microbiote fécal est un médicament d'origine biologique. Et donc un médicament d'origine biologique, mais s'il n'est pas une spécialité, alors quel statut on va lui donner? Donc à la lecture de la loi 1704, donc on va essayer de chercher un petit peu quelle est la règle de droit qu'on va appliquer pour lui attribuer donc un statut particulier. Et là, donc, on peut se rabattre sur l'article 2 de la loi 1704 qui parle des préparations qu'on peut faire soit au niveau de l'officine, soit au milieu hospitalier. Et donc, nous avons donc la préparation magistrale, comme vous le savez, est toute préparation, tout médicament qui est préparé extemporanément suite à une prescription médicale et qui est préparé par le pharmacien selon donc les prescriptions de la pharmacopée. Et en ce qui concerne le microbiote fécal, est-ce qu'il s'agit d'une préparation magistrale? Donc la réponse ne peut être que négative, parce que l'inoculum, on ne peut pas parler de l'exactitude de sa composition. La préparation magistrale, c'est une prescription avec qualitative et quantitative. Et là, donc, on ne peut pas donc avoir une idée sur donc la qualité. On peut par donc des techniques donc de séquençage avoir une idée un petit peu sur la qualité, mais la quantité, donc on ne peut pas s'exprimer. Et donc d'ores et déjà, donc on peut écarter donc la préparation magistrale. Deuxième type de préparation qui sont prévues par la loi 1704, nous avons la préparation hospitalière. Donc c'est tout médicament, à l'exception des produits de thérapie génico-cellulaire, qui, en raison de l'absence d'une spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, est préparé par un pharmacien dans le lieu d'hospitalisation, selon les indications de la pharmacopée en vigueur. Et là, je pense que nous sommes tous d'accord, donc d'attribuer donc cette qualification donc à l'inoculum. Donc on va utiliser dans le cadre de la transplantation, et donc il s'agit d'une préparation hospitalière. Alors une préparation hospitalière doit répondre à des impératifs de sécurité. En termes, donc, on a parlé tout à l'heure de prélèvement, donc de décès, du traitement, de la conservation et de l'administration. Et donc, les risques qui sont associés donc à cette TMF, donc il y a les risques immédiats, c'est les risques d'allergie et les risques infectieux, mais ce qui fait peur, c'est les risques à long terme. Donc, on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer par la suite, donc après une transplantation. Et donc là, il faut absolument mettre en place un plan de gestion du risque, donc pour une telle pratique. Alors, l'inoculum du microbiote fécal dans l'état actuel du droit, donc ne peut que constituer un médicament par fonction. Donc, par défaut d'une catégorie donc bien déterminée, il constitue donc c'est un médicament d'origine biologique qui suit donc son genre. En l'absence de spécialité disponible et adaptée, sa pratique le fait relever donc de la qualification de préparation hospitalière. Il doit être soumis à des procédures visant la sécurité de sa préparation, de son administration. Donc, il faut mettre en place, donc il faut respecter les bonnes pratiques de préparation, les bonnes pratiques hospitalières, et bien sûr mettre en place un plan de gestion du risque. Donc, elle fait relever donc pour le pharmacien hospitalier une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat, parce qu'il ne connaît pas avec exactitude donc son contenu. Donc, ça a été détaillé par mon ami Badr, sa préparation, c'est une préparation rudimentaire. Donc, on prend des sels qu'on va broyer, qu'on va filtrer, qu'on va mettre soit en seringue, soit en gélule pour les administrer. Et donc là, donc, on va donc exonérer un petit peu le pharmacien hospitalier qui va préparer ce médicament d'une obligation de résultat, contrairement aux autres préparations, soit industrielles, soit magistrales, où l'exactitude du résultat doit être atteinte. Et bien sûr, éthiquement, donc, son application, donc, ou bien son utilisation doit, comme ça a été dit, doit être limitée, donc,
au Clostridium difficile notamment, donc dans le cadre des résistances aux antibiotiques. Alors, le microbiote fécal, est-ce qu'il va être utilisé donc ad vitam selon donc le mode d'utilisation actuel? Je ne pense pas. Aujourd'hui, donc la science évolue très vite. Il y a beaucoup d'optimisme. Donc ça a été relevé par Badr. Donc on est passé de 10 articles à 1200 articles. Et demain, donc ça va être encore plus intense. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé donc un article très intéressant qui reprend un petit peu les travaux effectués par une équipe de chercheurs espagnols. Donc des experts en biostatistique et en bioinformatique, avec des médecins et des pharmaciens. Donc ils ont fait un travail de recherche qui consiste à étudier un petit peu les métabolites donc qui sont sécrétés par ces microbes qu'on retrouve au niveau du microbiote, et essayer de voir un petit peu quelle relation ont ces métabolites et donc le traitement de certaines pathologies. Et cette équipe a publié en décembre 2023 un papier dans lequel donc il parle de 6000 métabolites qui ont été donc isolés, et donc grâce donc à l'intelligence artificielle avec des calculateurs très très rapides, ils ont pu donc identifier donc ces métabolites donc avec leur structure, avec leur activité. Et donc, en utilisant donc justement cette intelligence artificielle, donc par le recours au biomimétisme, ils ont donc pu donc avoir un petit peu une idée sur la structure moléculaire de ces métabolites. Et donc, voilà, donc c'est, par exemple là, c'est tout à fait à droite, c'est la molécule telle qu'elle est présente au niveau donc de notre organisme. Et donc, ils ont pu avoir donc une idée sur le squelette de la molécule, sur les éléments actifs, et ils ont reproduit, donc, soit par hémisynthèse ou par synthèse chimique totale, des molécules identiques qui s'apparentent pour pouvoir par la suite préparer des médicaments isolés et ne pas transférer toute la flore d'un donneur à un récepteur. Plutôt, on va essayer d'isoler donc des molécules et de les reproduire donc au laboratoire, et bien sûr qui seront des médicaments spécifiques destinés à des pathologies bien déterminées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que notre organisme est une véritable pharmacopée biologique. Parce que sur les 14 milliards de microbes qui existent dans notre organisme, donc si on arrive à isoler 1%, donc ça va être quelque chose comme 1,5 million de molécules. Et donc, on porte dans notre corps une véritable pharmacopée biologique. Et donc, voilà, et pour faire plaisir à mon ami Badr, donc on va pas parler de pharmacopée, mais on va parler de pharmacopée, donc dans le futur. Et je vous remercie pour votre attention.